Ma fille m'a appelé en plein milieu de la fête chez sa meilleure amie. « Papa, il est là. Celui qui me harcèle est là. Je l'ai vu mettre quelque chose dans un verre. S'il te plaît, viens me chercher. » Sa voix s'est mise à trembler. Puis soudain, j'ai entendu comme un gargouillement. Elle n'a pas eu le temps d'en dire plus, et j'ai compris qu'elle venait de perdre connaissance. « Chérie !» ai-je appelé. Mais à ce moment, un bruit sourd, sûrement sa chute. Puis la ligne a été coupée. Mon cœur s'est figé. Impossible de douter. Zara venait d'être droguée et son harceleur l'avait retrouvée. J'ai attrapé mes clés à toute vitesse, fondu dans la voiture en renversant une chaise au passage, puis j'ai roulé comme un fou, brûlant tous les feux. J'avais la tête en vrac, 1000 scénarios affreux défilaient. Et s'il l'avait emmenée, si j'arrivais trop tard? J'appelais Zara en boucle, à chaque fois la messagerie. 14 minutes d'angoisse interminable. En arrivant enfin, la musique résonnait jusque dans la rue. La porte était grande ouverte, des groupes fumaient et discutaient devant, complètement indifférents. J'ai traversé la foule, bousculant tout sur mon passage sans un mot. À l'intérieur, la maison grouillait de jeunes, des rires, des cris, de la danse. Zara, introuvable. Une panique sourde me prenait à la gorge. J'ai commencé à ouvrir les portes à la volée, sans frapper. Derrière la première, 2 ados enlacés sur un lit. Derrière la deuxième, quelqu'un en train de vomir. Mon cœur battait la chamade à mesure que chaque pièce était vide. Mais où était-elle? Je suis monté à l'étage, j'ai essayé la première porte de salle de bain, verrouillée, pas de lumière. J'ai frappé fort. « Il y a quelqu'un ?» ai-je hurlé pour couvrir la musique. Silence. La sensation d'un piège. J'ai donné des coups de pied jusqu'à ce que la porte cède. C'est là que je l'ai vue. Zara, étendue à terre, inconsciente, sa robe rouge déchirée à l'épaule. Elle ne bougeait plus. La fenêtre était grande ouverte, une trace de boue imprimée sur le rebord. Il était passé par là. Je me suis agenouillé, la gorge serrée. « Réveille-toi, ma chérie, je t'en supplie. » Elle respirait. Son pouls était là. Je l'ai prise tout doucement, direction l'hôpital en priant pour qu'il ne soit pas trop tard. Les médecins l'ont examinée, fait des analyses, droguée aux opioïdes, mais elle s'en remettrait. Il fallait du repos avant tout. Quelques heures plus tard, Zara s'est réveillée, hagarde, angoissée. Je lui ai serré la main, je lui ai chuchoté qu'elle était en sécurité. Le lendemain matin, son copain Rory est arrivé à l'hôpital, l'air bouleversé. « Mon Dieu, tu vas bien ?» J'étais mort d'inquiétude. Je le regardais s'occuper d'elle avec une tendresse inédite, l'aborder comme jamais, même lors de ses poussées de lupus. Soudain, j'ai lancé, plus sec que prévu. « Où étais-tu, Rory? Tu étais censé la surveiller à la fête. » Il a blêmi, s'arrachant presque les cheveux. « Je sais, j'ai été nul, le pire des mecs. Je ne la mérite pas. » Je me suis tourné vers Zara, la voix plus douce. « Tu l'as vue? Tu l'as reconnue ?» Son regard s'est perdu. Elle s'est agrippée à la couverture. Il portait comme d'habitude un masque dans la rue. Hier encore, il l'avait. Puis dans la salle de bain, il l'a enlevé juste avant que je m'évanouisse. Je me suis rapproché. « Tu arrives à décrire quoi que ce soit ?» Elle a hoché la tête, emmitouflée dans sa peur. Pas grand-chose, juste un gros tatouage tribal, tout en noir, sur la joue gauche. J'ai senti mon sang se glacer. J'ai dû filer aux toilettes pour vomir. Ce tatouage, c'est celui de Dominique, mon meilleur ami depuis 30 ans. Ni une ni deux, j'ai pris mes clés et j'ai foncé chez lui, incapable de penser à autre chose. Arrivé devant chez lui, j'ai tambouriné à la porte. Il a fini par ouvrir, à moitié endormi. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai forcé l'entrée. « On doit parler maintenant. » Il évitait mon regard. J'ai lâché. « Ma fille s'est fait agresser hier soir. » Elle a vu le tatouage, tribal, sur la joue. Le tien. C'était toi? Il s'est figé, le visage blême. Long silence, puis il a murmuré un oui presque inaudible. J'ai vu rouge, j'ai frappé, il est tombé, le sang à la lèvre. 30 ans d'amitié. Pourquoi? Il a tenté de reculer. Je l'ai frappé à nouveau. Il s'est mis à crier. C'est Rory qui m'a payé. J'ai écarquillé les yeux, abasourdi. Quoi? Il m'a donné 10 000 $ pour la suivre. J'avais besoin d'argent. Rory voulait qu'elle vive dans la peur pour qu'elle dépende de lui, que le harcèlement la force à rester. J'ai vacillé, nauséeux. Mon meilleur ami, le chéri de ma fille, il s'entendait pour la briser. J'ai couru à l'hôpital. Quand je suis entré dans la chambre, Zara m'a lancé son regard fatigué. « Papa, qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai regardé droit Rory. « On doit parler de ton copain. » Ma voix était glacée. Rory a payé Dominique 10 000 $ pour qu'il te harcèle, pour que tu deviennes dépendante de lui. Zara est devenue livide, comme vidée d'un seul coup. Elle s'est mise à trembler à tel point que le lit frémissait. Rory s'est levé en sursaut, cherchant son excuse. « C'est du n'importe quoi. Ton père est sous le choc, il invente. » Il a voulu attraper la main de Zara, mais elle l'a repoussé d'un geste vif. Elle fusillait Rory du regard, un mélange d'horreur et de trahison que je n'oublierai jamais. Les larmes coulèrent déjà.
Tonton Dom a exactement ce tatouage, a-t-elle dit d'une voix brisée. Celui que j'ai vu hier soir. Elle a fondu en larmes en comprenant tout. Rory reculait vers la sortie, le masque enfin tombé. Zara, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. Mais elle a hurlé de sortir, d'une voix qui ne laissait aucune place au doute. Une infirmière est arrivée en courant, complètement paniquée, essayant de comprendre ce qui se passait. Les agents de sécurité de l'hôpital ne tardent pas à débouler à leur tour. 2 costauds en uniforme. Ils ont mis Rory dehors, même s'il s'échinait encore à donner sa version. Il se retournait sans arrêt vers Zara, répétant son prénom, tentant de capter son regard. Elle restait immobile, la tête tournée contre le mur. J'ai attrapé mon téléphone et composé sans réfléchir le numéro de la détective Shepard, les mains tremblantes. Elle a décroché à la 2e sonnerie et je lui ai tout raconté, ce que Dominique avait avoué à propos du paiement et de cet accord sordide, le moindre détail qui me revenait. Elle m'a écouté attentivement, sans jamais m'interrompre, puis elle m'a demandé de rester sur place. Elle serait là dans l'heure, sa voix grave trahissant sa concentration. Une fois le coup de fil terminé, Zara s'est effondrée, secouée de sanglots dans mes bras, agrippée à moi comme une enfant. Il a payé quelqu'un pour me terroriser, mon copain, et mon oncle Dom a accepté. Je la serrais contre moi pendant qu'elle pleurait, le cœur en miettes devant ce qu'on lui avait fait subir. Aucun mot ne venait. Que répondre dans une telle situation? L'inspectrice Shepard a déboulé 50 minutes plus tard, accompagnée d'un jeune collègue armé d'un carnet. Ils nous ont pris nos dépositions. Tout était enregistré sur son téléphone. Elle faisait parfois répéter certains détails, a pris des photos des blessures de Zara, des bleus sur ses bras, de sa robe déchirée que l'hôpital gardait comme pièce à conviction. Elle nous a expliqué qu'il s'agissait désormais d'une affaire criminelle pour association de malfaiteurs, violence aggravée et administration de substances illicites, des charges lourdes. Elle restait impassible, mais tout dans son attitude montrait qu'elle était profondément choquée par ce qu'elle découvrait. Sans perdre de temps, elle est partie directement chez Dominique avec un renfort pour l'arrêter avant qu'il ne cherche à s'enfuir. Je lui ai donné son adresse et elle m'a promis de me tenir informé. Après leur départ, Zara est restée prostrée, face au mur, de marbre. Personne n'obtenait la moindre réaction. Ses yeux, vides, semblaient fixés au loin. J'ai tenté de lui parler, en vain, comme si elle était enfermée dans sa bulle, en état de choc. Alors je me suis assise près de son lit, attendant, impuissante. 2 heures plus tard, l'inspectrice Shepard a rappelé « Dominique venait d'être arrêté sans opposer de résistance, placé en détention provisoire sans possibilité de sortie, après avoir tout confirmé à l'enregistrement, le paiement, l'arrangement et même les consignes de Rory pour accentuer la terreur. » Elle était en train de faire signer un mandat d'arrêt contre Rory, sur le point d'être délivré par le juge. Je l'ai remercié avant de raccrocher. Austin, mon fils, a conduit 2 heures aussitôt mis au courant. Il a quitté son travail sans hésiter. J'ai reconnu ses pas pressés dans le couloir avant même de le voir apparaître. En découvrant le visage ravagé de sa sœur, il a fait demi-tour d'un seul coup. Peu après, un bruit sourd a retenti. Il venait de frapper le mur, fou de colère. Je l'ai rejoint dans le couloir. On s'est retrouvés là, côte à côte, incapables de réaliser ce cauchemar. Les jointures d'Austin saignaient, il haletait, traversé par la rage. Je vais lui faire payer. Sa voix tremblait d'émotion. J'ai posé une main sur son épaule. La police s'en charge, laisse-les faire. Mais je comprenais exactement ce qui le dévorait. On était resté là quelques minutes, sans parler, tandis que le sang continuait de couler sur sa main. Une infirmière est passée, nous a lancé un regard inquiet et s'est éloignée. J'ai serré une nouvelle fois son épaule, puis nous sommes retournés ensemble auprès de Zara. Elle fixait toujours le mur, l'air absente, sans cligner des yeux, figée. C'est alors qu'une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris strictement tirés, a frappé doucement à la porte et s'est présentée comme l'assistante sociale de l'hôpital. Elle a demandé si elle pouvait entrer pour discuter avec nous. J'ai acquiescé d'un signe de tête et elle s'est installée près du lit de Zara. Sa voix était posée, douce, mais ce qu'elle disait ne laissait aucun doute sur le sérieux de la situation. Selon elle, ce que Zara avait subi n'était pas juste du harcèlement ou une agression. Il s'agissait de violences psychologiques, d'une stratégie pour la détruire à petit feu. Elle expliquait que ce genre de manipulation entraînait souvent une anxiété profonde, des épisodes dépressifs, voire un stress post-traumatique sévère. La peur ne s'évapore pas du jour au lendemain, même lorsque l'agresseur est arrêté. Pour la première fois depuis des heures, Zara a détourné les yeux du mur pour regarder l'assistante sociale, qui a alors sorti un dossier rempli de brochures et de cartes de visite. Elle lui a conseillé de consulter en urgence un thérapeute spécialisé dans les traumatismes, quelqu'un familiarisé avec la violence conjugale et les mécanismes d'emprise psychologique. Elle m'a remis 3 cartes, dont une au nom de Melania Wynne.
précisant que Mélania s'occupait très bien des jeunes femmes passées par ce genre d'épreuve. L'assistante sociale nous a également informés sur les dispositifs d'aide aux victimes et les groupes de soutien, détaillant la procédure judiciaire à venir et la manière dont une conseillère pourrait épauler Zara devant le tribunal. Puis elle a croisé le regard de Zara et lui a assuré qu'elle n'était responsable de rien. Tu n'as rien à te reprocher, tu avais confiance, et c'est normal. Les personnes violentes savent parfaitement cacher qui elles sont vraiment. Là, Zara a de nouveau fondu en larmes. Cette fois, ce n'était plus le choc, mais la douleur pure. Une fois l'assistante sociale partie, un long silence a pesé dans la chambre. Austin s'est assis d'un côté du lit, moi de l'autre, et on s'est contenté d'être là, tous les trois, dans cette pièce rythmée par les bips des machines et les bruits de pas dans le couloir. Soudain, la voix de Zara s'est élevée, toute faible, tremblante. Elle a demandé si elle pouvait venir chez moi au lieu de rentrer chez elle. Je ne peux pas rester seule, j'ai peur partout. Je lui ai répondu naturellement qu'elle était la bienvenue pour tout le temps qu'elle voulait. Ici, tu es chez toi. Austin a aussitôt proposé de l'accompagner chercher ses affaires pour qu'elle n'ait pas à y retourner seule. L'hôpital nous a laissé sortir ce soir même, après avoir bien expliqué les médicaments et les signes à surveiller. Durant le trajet, Zara est restée silencieuse à regarder dehors, le visage absent. Arrivée à la maison, je lui ai montré la chambre d'amis et elle s'est assise sur le lit, toujours mutique. Quand je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, elle a simplement secoué la tête. J'ai laissé la porte entrouverte avant de regagner ma chambre. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Je tendais l'oreille sans arrêt, attentive au moindre bruit venant de sa chambre. Aux alentours de 2 heures du matin, des cris ont éclaté. Je me suis précipité. Zara était assise sur son lit, trempée de sueur, secouée de tremblements, les yeux rivés sur la serrure de la fenêtre qu'elle vérifiait frénétiquement. « Il y a quelqu'un dehors !» a-t-elle lancé. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était désert. Seules les ombres vacillaient sous le lampadaire. J'ai tenté de la rassurer, mais elle haletait, prise dans une véritable crise de panique. Je me suis assise près d'elle et j'ai répété « Tu es en sécurité. Dominique et Rory sont en garde à vue. » Petit à petit, elle a cessé de vérifier la fenêtre et s'est accrochée à mon bras. 1 heure plus tard, tout a recommencé. Les cris, la panique, l'inspection des serrures. Cette fois, elle a demandé à contrôler la porte de sa chambre et a exigé que je lui montre qu'elle était bien verrouillée de l'intérieur. La 3e crise s'est déclenchée vers 5 heures. Elle m'a supplié de ne pas quitter la pièce. J'ai tiré la chaise de son bureau jusqu'à son lit et promis de rester là toute la nuit à ses côtés. Vers 6 heures, elle s'est enfin rendormie et je suis resté assise à la regarder, impuissante, respirer doucement. À 8 heures, le téléphone a sonné, nous réveillant toutes les deux. C'était l'inspectrice Shepard. D'une voix calme, elle m'a appris que Rory avait été arrêté chez ses parents tôt le matin. Il tentait de préparer un sac lorsque la police est arrivée avec le mandat d'arrêt. Dès qu'ils l'ont intercepté, il a immédiatement réclamé un avocat et n'a pas pipé mot. Mais ses comptes bancaires révélaient toute l'histoire. Il avait retiré 10 000 $ exactement le même jour où Dominique avait déposé la même somme. Les dates coïncidaient parfaitement. L'inspectrice m'a affirmé que les preuves étaient solides et que le procureur allait déposer une plainte officielle dans la journée. Je l'ai remercié avant de raccrocher. Zara m'a tout de suite demandé ce que l'inspectrice avait dit. Je lui ai répété que Rory était à présent en garde à vue, mais elle n'a rien répondu, fixant simplement ses mains. Vers 9 heures, Austin est arrivé avec des cafés et des sandwichs pour le petit déjeuner. Il m'a expliqué qu'il avait prévenu son patron et pris la semaine entière pour rester à nos côtés, m'aider à veiller sur Zara. J'ai été soulagé, seul. Je ne savais absolument pas comment j'aurais fait face à tout cela. Austin bouillonnait de colère. Il faisait les 100 pas dans la cuisine, les poings serrés, répétant qu'il voulait régler son compte à Rory en personne au commissariat. Je comprenais parfaitement ce que je ressentais, mais je lui ai fait promettre de laisser la justice faire son travail. Si on se précipitait ou qu'on commettait une erreur, ça pouvait tout faire capoter et compliquer encore plus la situation de Zara. Il savait que j'avais raison, mais je voyais bien à quel point ça lui coûtait d'accepter ce choix. Le lendemain, j'ai appelé le cabinet de Mélania Wynne pour prendre rendez-vous et expliquer la situation. Sa secrétaire m'a indiqué qu'il restait une place disponible l'après-midi même, que Zara pouvait être reçue. Je l'ai donc accompagnée puis attendue dans le hall pendant près de 2 heures. Lorsqu'elle est enfin ressortie, elle avait l'air exténuée, les traits tirés, des cernes sous les yeux, mais elle m'a dit que ça lui avait fait du bien de parler à quelqu'un qui saisissait vraiment ce que la violence psychologique peut provoquer. Mélania recommandait de la voir 2 fois par semaine au début, voire plus si Zara en ressentait le besoin. Dans les jours qui ont suivi, l'inspectrice Shepard continuait à nous tenir au courant par téléphone. Elle avait récupéré les relevés téléphoniques de Rory, révélant des dizaines d'appels passés entre lui et Dominique sur les 6 derniers mois, ainsi que d'anciens messages supprimés sur leur portable. Les messages étaient clairs et précis.
Rory indiquait exactement à Dominique où suivre Zara, quel type de masque porter pour ne pas être reconnu, donnait des consignes pour accentuer la peur sans se faire prendre. Dans l'un, il insistait pour que Dominique se montre à Zara au café où elle se rendait chaque jeudi matin. Dans un autre, il demandait de la suivre à la sortie des cours, mais de garder ses distances. Il fallait qu'elle le remarque sans pouvoir l'identifier. Tout avait été planifié dans les moindres détails, avec une préméditation glaçante. Shepard disait que cela alourdirait la liste des chefs d'inculpation. Une semaine après les faits, j'ai dû me rendre au commissariat pour une nouvelle déposition, cette fois au sujet de ma confrontation avec Dominique chez lui. L'inspectrice avait besoin d'un témoignage précis sur notre échange et les événements qui s'étaient déroulés. Elle a tout enregistré, m'a fait signer les procès-verbaux, puis m'a demandé si je souhaitais voir la vidéo des aveux de Dominique, ceux qu'il avait fait officiellement au commissariat après son arrestation. J'ai accepté, même si une partie de moi en mourait d'envie, tandis que l'autre redoutait ce moment. Elle m'a conduite dans une petite salle équipée d'une télévision et a lancé l'enregistrement. Je l'ai vu, menotté, vêtu d'une combinaison orange, assis à une table de métal, le visage encore marqué là où je l'avais frappé. Il a pleuré tout du long, avouant avoir accepté de l'argent de Rory, avoir suivi Zara pendant des mois, s'être grimé avec un masque et du maquillage tribal au début pour masquer son tatouage, avoir fait peur exprès à Zara aussi bien sur les parkings que devant chez elle, et avoir aggravé ses agissements sur instruction de Rory. Il expliquait s'être laissé entraîner par des dettes de jeu, s'être persuadé que ce n'était pas si grave parce qu'il ne faisait que la suivre, sans jamais réfléchir aux conséquences psychologiques pour Zara. Le voir pleurer et demander pardon m'a retourné l'estomac. 30 ans d'amitié et j'aurais été incapable d'imaginer qu'il puisse en arriver là. Comment avais-je pu me tromper à ce point ? 2 jours plus tard, un certain Rydberg m'a appelé, se présentant comme le procureur en charge du dossier. Il voulait me rencontrer pour discuter des chefs d'inculpation. Je me suis rendu au tribunal, où son bureau était envahi de dossiers et de preuves. Cinquantaine bien entamée, cheveux poivre et sel, fines lunettes, il a posé sur le bureau toute la documentation rassemblée. Rory était désormais poursuivi pour complicité d'agression, harcèlement par personne interposée et administration de substances en vue de commettre une agression sexuelle, chaque chef passible de lourdes peines de prison. Dominique était accusé des mêmes délits, auxquels s'ajoutait le fait d'avoir accepté de l'argent pour exercer le harcèlement. Reed précisait qu'en cas de condamnation sur toute la ligne, Rory risquait entre 15 et 20 ans derrière les barreaux, Dominique entre 8 et 12. Il m'a demandé si Zara accepterait de témoigner quand le moment serait venu. J'ai répondu que je lui en parlerais, mais que rien n'était certain. Elle n'était peut-être pas prête. Il a compris et m'a rassuré. On avait encore un peu de temps. Le lendemain, j'ai emmené Zara faire des courses pour remplir le frigo. Elle, qui n'osait même plus sortir de chez elle, avait accepté de tenter le coup. Mais, alors que nous arrivions au rayon céréales, je l'ai vu se figer brusquement. Un homme en sweat noir traînait au bout du rayon, absorbé par son téléphone. Il n'avait rien de suspect, il faisait simplement ses courses, mais Zara s'est soudain mise à respirer de plus en plus vite, les mains tremblantes. Elle m'a agrippé le bras et a murmuré qu'il fallait partir sur le champ. Je lisais la panique sur son visage. Austin, qui était avec nous, l'a aussitôt entraîné vers la sortie, pendant que j'abandonnais notre caddie en plein milieu du magasin. Une fois sur le parking, Zara s'est mise à hyperventiler, incapable de retrouver son souffle. Austin l'a aidée à s'installer à l'arrière de la voiture, repliée sur elle-même, les genoux serrés contre elle. Je me suis assise à côté d'elle pour la guider. Respire doucement, inspire par le nez, expire par la bouche. Il a fallu un bon quart d'heure avant que sa respiration ne redevienne à peu près normale. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Elle se sentait ridicule, disait-elle. Je lui ai répété qu'elle n'avait aucune raison de culpabiliser. Sa peur était plus que légitime après ce qu'elle avait traversé. Mais je voyais combien tout cela envahissait sa vie au quotidien. Elle n'osait presque plus mettre un pied dehors et se méfiait de tout le monde. Malgré la prison, la peur que Rory avait semée continuait de la dominer. Le lendemain, je l'ai accompagnée à son rendez-vous avec Melania. Tout le trajet, elle est restée muette, le regard perdu à travers la vitre. À l'arrivée, Melania nous a fait entrer toutes les deux et s'est adressée à Zara avec une douceur grave, puis a partagé le fruit de ses observations. Selon elle, tous les signes pointaient vers un syndrome de stress post-traumatique aigu. La trahison de celui en qui elle avait placé sa confiance, aggravée par l'implication de Tonton Dom, avait provoqué une véritable tempête psychique. Melania a expliqué que la guérison serait un processus long, nécessitant un suivi rapproché, au moins 2 séances par semaine sur 6 mois, voire davantage. Alors Zara, presque sans voix, a demandé « Est-ce que je pourrais redevenir normale un jour ?» Melania l'a rassurée. Oui, mais il faudrait du temps, du travail, et accepter que des périodes difficiles feraient partie du chemin. J'ai vu la fatigue sur le visage de ma fille, comme si elle avait vieilli de 5 ans en 15 jours. On a pris les prochains rendez-vous en silence,
puis on est rentré, sans un mot de trop. Ce même après-midi, un appel s'est affiché sur mon portable, numéro inconnu. C'était Reed, avec du nouveau. L'avocat, hors de prix, que Rory avait engagé l'avait contacté pour proposer un arrangement. Selon eux, Rory n'avait jamais voulu faire de mal physiquement. Il voulait juste que Zara fasse plus attention à eux deux. Mais Reed a coupé court. Hors de question. On ira jusqu'au procès. Pas d'arrangement, pas de réduction des charges. Rory devra répondre de tout devant un jury. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché, avec un soulagement que je n'aurais pas cru possible. Enfin, quelqu'un défendait vraiment ma fille. 2 jours plus tard, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres, envoyée par le cabinet de l'avocat commis d'office. Dedans, une lettre de l'avocat de Dominique me demandant d'écrire un témoignage de moralité pour son audience. Il souhaitait que je raconte au juge nos 30 ans d'amitié et à quel point Dominique avait été une belle personne jusque-là. J'ai relu la lettre 2 fois, un peu sidéré, puis je l'ai déchirée et jetée à la poubelle. Il avait détruit le sentiment de sécurité de ma fille et piétiné 3 décennies d'amitié, tout ça pour $10 000. Plus rien de bon à dire sur lui. La semaine suivante, Zara m'a appelé de chez elle, la voix faible et douloureuse. Son lupus s'était réveillé de plein fouet avec le stress. Ses articulations étaient enflées et elle n'arrivait presque plus à bouger. J'ai accouru et je l'ai trouvée recroquevillée sur son canapé, incapable de se lever. Je l'ai amenée immédiatement aux urgences. Les médecins l'ont gardée pour surveillance et traitement, expliquant que chez les personnes atteintes de lupus, un traumatisme pouvait déclencher ce genre de crise. Son propre système immunitaire attaquait ses articulations et ses organes. Elle était restée 3 jours à l'hôpital sous perfusion et corticoïdes, pendant lesquels j'ai dormi, nuit après nuit, sur le fauteuil à côté de son lit. Au 2e jour, l'inspectrice Shepard m'a appelé avec une nouvelle inattendue. 2 autres jeunes femmes avaient témoigné avoir fréquenté Rory avant Zara et raconté exactement le même schéma. Un homme distant tant qu'elle restait, puis obsédé et contrôlant dès qu'elle voulait repartir. L'une d'elles évoquait même un harcèlement anonyme, coïncidant parfaitement avec sa rupture avec Rory. L'inspectrice a transmis tout cela à Reed pour étayer le dossier. Cela dépassait désormais le cas de Zara. Peu après, Reed m'a appelé, plus résolu que jamais. Il était soulagé que d'autres victimes se soient manifestées, car cela prouvait le mode opératoire de Rory. Il a pris contact avec elle, et les deux ont accepté de raconter leur histoire. Le dossier se renforçait chaque jour. Pour Reed, ce schéma évident serait fatal pour la défense de Rory. Aucun jury ne pourrait croire à un simple malentendu ou à un faux pas isolé. À la sortie de Zara de l'hôpital, je l'ai accompagnée directement à sa séance de thérapie, puisque son rendez-vous habituel était tombé pendant son hospitalisation. Mélania lui a demandé comment elle se sentait. Et là, Zara nous a prises de court. Pour une fois, pas de larmes, pas de peur sur son visage. Au contraire, elle avait l'air déterminée. Je suis furieuse que Rory m'ait volé des mois de vie et que j'ai dû avoir peur de ma propre ombre, a-t-elle lancé à Mélania, la voix encore un peu tremblante, mais d'un agacement tout neuf. Je veux qu'il paie pour ce qu'il m'a fait, à moi et aux autres. Mélania a souri et lui a répondu « La colère, c'est une étape saine quand on traverse un traumatisme. Cela prouve que tu es en train de passer du statut de victime à celui de survivante. Ce fut la première fois depuis des semaines que j'ai ressenti un véritable espoir, un petit moment de victoire. Le lendemain, Austin a dû repartir travailler, à 2 heures de route d'ici. Il avait utilisé tous ses jours de congé pour rester avec nous, mais malgré la distance, il appelait Zara tous les jours, parfois même 2 fois, juste pour prendre de ses nouvelles. Leur complicité de frères et sœurs s'était considérablement renforcée pendant cette épreuve. Je l'entendais, au téléphone, dire à Zara qu'il était fier de la façon dont elle se battait pour aller mieux, même lorsque tout semblait insurmontable. À chaque conversation, un sourire revenait sur le visage de Zara, ce qui devenait de plus en plus rare. Il lui a promis d'être là à l'audience préliminaire. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé moi aussi à faire des cauchemars. Je me réveillais en nage, hanté par l'idée de n'avoir pas su protéger Zara, de n'avoir rien vu arriver. Je repassais sans cesse dans ma tête les souvenirs avec Dominique, essayant de repérer des signes que j'aurais dû comprendre. Ces dettes de jeu qu'il avait mentionnées un jour, la montre nouvelle qu'il s'était offerte au printemps, ces accès de tension dès qu'on parlait d'argent. Pourquoi n'ai-je pas posé plus de questions? La culpabilité me rongeait, même si je savais bien, au fond, que j'aurais été incapable de deviner ce qu'il préparait. Ma psy m'a expliqué que je portais un poids qui ne m'appartenait pas, mais ça n'a pas empêché les cauchemars de continuer. 3 semaines après l'hospitalisation de Zara, l'audience préliminaire a enfin eu lieu. C'est moi qui l'ai conduite au tribunal aux Aurores et Austin nous a rejointes sur le parking. Nous avons passé la sécurité et retrouvé Reed dans le couloir devant la salle d'audience. Il nous a expliqué comment la matinée allait se dérouler et il a rassuré Zara. Elle n'aurait pas à témoigner ce jour-là. Tu dois juste être présente. Quand nous sommes entrés, j'ai vu Rory et Dominique, chacun à sa table de défense, en tenue orange.
Ils me semblaient de tous les deux à la fois plus petits et bien plus vieux qu'avant. L'avocat hors de prix de Rory se tenait près de lui, tiré à 4 épingles. Son costume valait sûrement plus cher que ma voiture. Dominique, lui, avait l'air vidé. Il était accompagné d'un avocat commis d'office qui feuilletait laborieusement ses dossiers. L'arrivée du juge a imposé un silence instantané. Tout le monde s'est levé. L'audience a été rapide, les avocats échangeant sur les preuves et la notion de motif probable. Rory n'a pas osé croiser le regard de Zara une seule fois, gardant les yeux baissés vers la table devant lui. Dominique, au contraire, a cherché plusieurs fois mon regard, mais à chaque fois, j'ai détourné les yeux vers le mur. À la fin, le juge a décidé qu'ils seraient tous deux jugés pour l'ensemble des chefs d'accusation et a refusé leur mise en liberté sous caution. Ils resteraient donc en détention jusqu'au procès. Lorsque le juge a frappé de son marteau, Zara a attrapé ma main et l'a serré si fort. Nous nous sommes levés. J'ai gardé mon bras autour de ses épaules tandis que nous quittions la salle. Austin juste derrière nous, portant la veste et la gourde de Zara. Le couloir était encombré par tous les gens venus pour d'autres dossiers en attente. Nous étions presque sortis quand j'ai entendu quelqu'un nous interpeller. En me retournant, j'ai reconnu les parents de Rory qui tentaient de se frayer un passage à travers la foule pour nous atteindre. Sa mère, le visage ravagé de larmes et le mascara coulant, avait une main tendue vers Zara comme pour la toucher. Je me suis immédiatement interposé. Sa voix tremblait de désespoir. « S'il vous plaît, nous ne savions rien. Nous sommes tellement désolés. » J'ai aussitôt levé la main en signe d'arrêt. « Ne vous approchez pas de ma fille. » Ma voix était froide, catégorique, sans appel. Son père, livide, a bafouillé quelques mots à propos de l'éducation qu'ils avaient donnée à Rory, de leur consternation. Je n'ai rien voulu entendre. J'ai pris le bras de Zara et nous sommes sortis par une autre porte, de l'autre côté du bâtiment, Austin veillant constamment à vérifier qu'ils ne nous suivaient plus. Une fois dans la voiture, Zara tremblait de nouveau. Nous sommes restés là, en silence, une dizaine de minutes, avant qu'elle se sente suffisamment apaisée pour que l'on puisse rentrer à la maison. 3 jours plus tard, Zara avait rendez-vous avec Melania, comme chaque semaine. Je l'ai déposée là-bas et j'ai attendu dehors, dans la voiture. Cette fois, la séance s'est prolongée. Quand Zara est revenue, ses yeux étaient rouges, mais quelque chose semblait s'être allégé en elle. Sur le trajet du retour, elle est restée un moment à regarder le paysage défiler par la fenêtre, puis elle s'est mise à parler. Elle m'a confié qu'elle avait passé la majeure partie de la séance à dire à quel point elle se sentait stupide. Comment ai-je pu ne pas voir ce que Rory me faisait ? Comment ai-je pu lui faire confiance à ce point, alors que c'est lui qui me détruisait depuis le début ? Sa voix était toute douce, chargée de tristesse. J'allais la rassurer, lui dire qu'elle n'était pas stupide, mais elle m'a coupé d'un geste de la main. Melania m'a expliqué quelque chose qui m'a vraiment aidé. Les personnes maltraitantes sont des expertes de la manipulation. Elles sont capables de repérer très précisément celles et ceux qui font confiance, qui sont bienveillants, et de s'en servir. Ma capacité à faire confiance n'était pas une faiblesse. C'était une force dont Rory a tiré profit. Melania m'a dit que rester quelqu'un de confiant, c'était précieux, et que tout ce qui m'était arrivé ne devait pas m'en priver. Zara m'a assuré qu'entendre cela autrement lui avait permis, pour la première fois, de se sentir un peu moins brisé. Peut-être qu'un jour, je réussirai à me pardonner de ne pas avoir compris plus tôt. Cette même semaine, l'inspectrice Shepard m'a appelé pour me donner des nouvelles. Elle avait obtenu un mandat pour fouiller l'ordinateur portable et les relevés téléphoniques de Rory. Ce qu'elle a découvert lui a littéralement donné la nausée. L'historique des recherches était truffé de mots-clés liés à la violence psychologique. Il s'était longuement renseigné sur la notion de liaison traumatique ou sur l'impuissance acquise. Il cherchait comment rendre sa petite amie dépendante, comment l'effrayer. Il avait mis en favori des articles expliquant des méthodes de manipulation et de contrôle. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il avait commencé ce genre de recherche plus d'1 an avant même de croiser la route de Zara. Ce n'était ni un accident, ni une dérive incontrôlée. Il avait tout prémédité et mûrement préparé son mode opératoire. L'inspectrice Shepard m'a dit que les preuves numériques étaient implacables. Toute cette histoire avait été pensée, planifiée de longue date. Rory n'était pas juste un copain nocif ou maladroit. C'était quelqu'un qui, sciemment, s'était appliqué à mettre une autre personne en pièces, de l'intérieur. Elle transmettait tout à Reed en vue du procès, convaincue que le jury découvrirait enfin qui était vraiment Rory. Une semaine plus tard, Reed nous a reçus dans son bureau pour préparer l'audience. Nous étions installés autour d'une grande table couverte de dossiers et de papiers dans une salle de réunion où régnait une atmosphère studieuse. Reed a pris le temps de nous expliquer chaque étape, avec une patience et une bienveillance incroyables. Il a décrit à Zara précisément ce qui allait se passer, l'endroit où elle devrait s'asseoir, la façon dont les avocats allaient l'interroger, ce qu'elle pouvait dire ou au contraire éviter. L'avocat de Rory va essayer de semer le doute en toi, de te pousser à dire des choses que tu ne souhaitais pas révéler. C'est son métier.
alors ne le prends pas contre toi. Reed a même simulé les questions que la défense risquait de lui poser, parfois dures, à tel point que la voix de Zara se mettait à trembler. Mais il a toujours su la rassurer, lui répétant qu'elle s'en sortait admirablement bien. Zara était terrifiée à l'idée de se retrouver face à Rory au tribunal. Elle avait les mains qui tremblaient durant toute la séance. Mais elle répétait inlassablement qu'elle voulait raconter son histoire pour que le jury sache enfin ce que Rory lui avait fait subir. Reed lui a adressé un sourire plein d'encouragement, certain que sa force se verrait dès qu'elle prendrait la parole. Les jurys savent reconnaître quand quelqu'un dit la vérité. Ce soir-là, une fois Zara couchée, je suis allé m'isoler dans le garage. Depuis des semaines, je tenais le coup pour elle, pour affronter la police, les avocats, je faisais bonne figure. Mais là, je n'en pouvais plus. Je me suis assis à même le sol contre ma boîte à outils et j'ai éclaté en sanglots. De longues larmes, incontenables, qui venaient du plus profond de moi. J'avais perdu mon meilleur ami de 30 ans, ma fille avait été trahie et détruite par des gens en qui elle avait eu confiance, et j'avais l'impression de l'avoir profondément laissé tomber. Austin a dû m'entendre parce qu'il est arrivé sans rien dire et s'est assis à côté de moi. Il est resté simplement là, silencieux, à partager ma détresse alors que j'essayais de déverser toute cette douleur et toute cette colère enfermée depuis trop longtemps. Après de longues minutes, il a posé doucement sa main sur mon épaule. Il n'a pas cherché à me rassurer en me disant que je n'y étais pour rien, ni que tout allait s'arranger. Il est juste resté auprès de moi pendant que j'essayais d'encaisser le coup. Le lendemain, j'avais rendez-vous chez Melania. Zara avait insisté, après qu'Austin lui a raconté comment il m'avait retrouvé dans le garage. Son cabinet était petit, chaleureux, avec des fauteuils confortables et des murs aux couleurs douces. Elle m'a demandé comment j'allais, et j'ai tenté de sortir la phrase toute faite, que tout allait bien. Mais face à son regard calme, silencieux, j'ai fini par avouer ce que je ressentais vraiment. J'allais très mal. Elle a hoché la tête, pas surprise. Vous montrez des signes évidents de traumatisme et d'un deuil compliqué. Vous pleurez la perte de votre amitié avec Dominique. Vous vous sentez coupable de n'avoir pas pu protéger Zara. Vous êtes révolté contre ces deux hommes. Gérer tout ça seul, c'est impossible. Elle m'a conseillé de voir un thérapeute régulièrement, au moins une fois par semaine au début. L'idée de la thérapie me rebutait. J'avais l'impression d'admettre une faiblesse. Mais Melania m'a expliqué qu'au contraire, s'occuper de ma santé mentale, pour être là pour Zara, c'était la chose la plus forte et la plus courageuse à faire. J'ai fini par accepter le rendez-vous avec la thérapeute qu'elle m'a recommandé alors que tout en moi résistait. 2 semaines après, l'ancienne colocataire de Zara m'a appelé à l'improviste. Elle m'a confié qu'en repensant à toute l'histoire, un détail lui était brusquement revenu. Rory vérifiait sans arrêt où se trouvait Zara grâce à son téléphone, en permanence. Même quand ils n'étaient pas ensemble, il voulait savoir où elle était. À l'époque, elle avait juste pensé que c'était un petit copain un peu trop protecteur. Mais aujourd'hui, elle comprenait que Rory se coordonnait en réalité avec Dominique, pour savoir quand celui-ci pouvait débarquer et jouer le rôle du harceleur. Un nouvel élément du puzzle venait de s'ajouter. Je l'ai remercié d'avoir partagé cette information et j'ai prévenu l'inspectrice Shepard, qui m'a confirmé que cela collait parfaitement avec ce que montraient déjà les relevés téléphoniques. Une preuve de plus de la préméditation. À peu près au même moment, l'avocat commis d'office de Dominique a recontacté Reed, cette fois pour demander si Dominique pouvait écrire une lettre d'excuse à Zara. Reed nous a consultés. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le moindre contact de Dominique. C'est entièrement votre décision. J'ai demandé l'avis de Zara. Sa réponse a fusé. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Pas de lettre d'excuse, ni rien. J'étais du même avis. Reed l'a signifié à l'avocat, et c'est resté là. Plus le procès approchait, plus nous allions voir Reed au cabinet pour revoir ensemble toutes les preuves. Les virements bancaires de 10 000 $, les relevés d'appel entre Rory et Dominique, les SMS détaillant précisément la traque, les historiques de recherche de Rory sur la manipulation, les témoignages d'anciennes petites amies, la vidéo de la confession de Dominique, les notes d'enquête de l'inspectrice Shepard, l'ensemble formait un dossier difficile à contester. Reed était confiant quant à l'issue, mais il nous rappelait que la peine pouvait toujours réserver des surprises, car les juges disposaient d'une grande latitude dans la durée des peines. Peut-être que la sanction ne serait pas aussi lourde qu'on l'espérait, il voulait juste qu'on soit prêt à cette éventualité. La veille d'une réunion chez Reed, Zara est partie à la pharmacie chercher son traitement contre le lupus. J'étais à la maison quand mon téléphone a sonné. Quelqu'un de la pharmacie m'appelait car Zara avait besoin que je vienne la chercher. Je me suis précipité et en arrivant, je l'ai trouvée assise dehors sur le trottoir, une employée à ses côtés lui tenant le dos. Zara respirait beaucoup trop vite, incapable de retrouver son souffle, tout son corps secoué de tremblements. L'employé m'a expliqué que Zara avait aperçu à l'intérieur quelqu'un qui lui rappelait Rory et avait fait une crise de panique en pleine boutique. Il l'avait aidé à sortir puis m'avait prévenu.
Je me suis assis près d'elle et je lui ai parlé doucement, jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à calmer un peu sa respiration. Il lui a fallu presque 20 minutes pour se relever et atteindre la voiture. Sur le trajet du retour, elle a fondu en larmes et m'a confié qu'elle avait l'impression de faire marche arrière. À chaque fois qu'elle croyait sortir la tête de l'eau, un événement comme celui-là venait tout remettre en question. Je lui ai répondu que le chemin de la guérison n'était jamais linéaire, ce que Mélania m'avait justement expliqué un jour. Faire 2 pas en avant et 1 en arrière, ça reste avancé, mais je voyais bien à quel point elle était bouleversée, ce qui me brisait le cœur une fois de plus. 3 jours plus tard, je me retrouvais pour la première fois de ma vie dans le cabinet d'une psychologue. La pièce baignait dans une lumière douce, les fauteuils étaient accueillants, pourtant j'avais envie de disparaître. Ma psy m'a demandé de lui expliquer ce qui m'amenait, alors j'ai tenté de lui raconter ce qui se passait avec Zara et Dominique. Les mots sortaient difficilement, je devais souvent reprendre ma respiration. Lorsque j'ai abordé la trahison de 30 ans d'amitié réduit à un mensonge, ma voix s'est fendue. Je lui ai avoué que je me sentais coupable envers Zara, de n'avoir rien vu venir, d'avoir accordé ma confiance à quelqu'un capable de lui faire du mal pour de l'argent. La psychologue m'a écouté sans interrompre puis a prononcé une phrase qui m'a surpris. Elle m'a expliqué que je portais une culpabilité qui ne m'appartenait pas, que personne n'aurait pu prévoir qu'un ami proche puisse accepter de l'argent pour traquer sa propre fille. J'ai eu envie de protester, mais, au fond, je savais qu'elle avait raison. Ce soir-là, Zara m'a rejoint dans le salon pendant que je regardais la télévision. Elle s'est assise près de moi, a pris une grande inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose d'important, puis m'a annoncé qu'elle voulait emménager seule après le procès. Ma première réaction a été de lui dire non, spontanément. Je voulais la garder à la maison, en sécurité, là où je pourrais la protéger. Mais elle m'a expliqué qu'elle avait besoin de se prouver à elle-même qu'elle pouvait être autonome, qu'elle ne voulait plus vivre dans la peur. Partager mon toit était rassurant, mais elle avait tout de même l'impression de se cacher. J'aurais voulu lui dire qu'elle n'était pas prête, discuter, mais rien qu'à voir l'expression de son visage, j'ai compris combien c'était important pour elle. Je me suis contenté d'acquiescer, lui disant qu'on commencerait à chercher un logement dès qu'elle s'en sentirait capable. Le week-end d'après, Austin est venu pour accompagner Zara dans ses recherches. Je les ai rejoints pour les premières visites. Austin passait en revue la sécurité de chaque immeuble, vérifiait l'éclairage des parkings, testait serrures et fenêtres. Zara appréciait sa prudence, même si elle commençait à perdre patience après 3 refus consécutifs. Finalement, ils ont trouvé un appartement dans un quartier où je savais qu'elle serait en sécurité. Le bâtiment était surveillé, un gardien présent à toute heure, des caméras couvraient les entrées et le parking souterrain. L'appartement, situé au 3e étage, avait un balcon sur une rue animée. Austin a validé et Zara a eu un véritable coup de cœur. Elle n'a pas hésité à poser un acompte. La semaine précédant le procès, Reed a demandé à Zara de venir chaque après-midi à son cabinet pour s'entraîner à témoigner. Je l'accompagnais et patientais dans la salle d'attente le temps de leurs exercices. La première fois, elle est ressortie épuisée, tremblante. Mais dès le 3e jour, elle se tenait plus droite, plus solide. Au bout du 5e jour, elle dégageait presque de l'assurance. Reed m'a dit qu'elle progressait à chaque répétition, qu'il était impressionné de la voir s'affirmer ainsi, refusant de se laisser guider par la peur. Le dernier jour, j'ai demandé si je pouvais assister à la séance de préparation. Zara a accepté. Je me suis installé dans un coin, j'ai observé Reed lui poser ses questions et Zara y répondre, concentrée, calme et déterminée. Elle a raconté les filatures, la terreur, l'agression, la trahison, sans fléchir. J'étais si fier d'elle que j'ai dû détourner les yeux pour masquer mes larmes. 2 jours avant l'audience, Reed m'a appelé pour m'annoncer que Dominique avait finalement accepté un accord de dernière minute. Il avait plaidé coupable pour harcèlement et association de malfaiteurs, à condition de témoigner contre Rory. Sa peine ne serait prononcée qu'après le procès de Rory, il aurait donc tout intérêt à collaborer et à dire la vérité. Reed estimait que cela consolidait notre dossier puisque Dominique devrait tout révéler en détail à la barre. Les jurés entendraient de son récit, celui des virements d'argent, des consignes. Rien que d'imaginer le voir témoigner me rendait malade, mais je savais que c'était indispensable. Le tribunal était glacial, imprégné d'une odeur de vieux bois et de produits d'entretien. Je me suis assis au premier rang, derrière la table du procureur, Zara à ma droite, Austin à sa gauche. Dominique en combinaison orange, les poignets menottés devant lui, semblait plus frêle qu'avant, presque méconnaissable. Lorsqu'il a été appelé à la barre, il s'est avancé à pas lents, s'est assis, et Reed a commencé l'interrogatoire. Dominique répondait d'une voix basse, décrivant sa rencontre avec Rory dans un bar, la façon dont ce dernier lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un pouvant régler un problème. Dominique a avoué avoir tout de suite compris où Rory voulait en venir. Il a détaillé le versement de $10 000, la moitié d'emblée,
l'autre après l'exécution. Il a raconté avoir filé Zara des mois durant, en masque, prenant soin qu'elle le remarque, la plongeant volontairement dans la panique sur les parkings, devant chez elle. Il a expliqué comment Rory lui envoyait des messages, lui indiquant précisément où et quand apparaître, évoquer l'agression dans les toilettes lors de la fête. Sa voix s'est encore affaiblie au moment de décrire comment il avait drogué la boisson de Zara, l'avait emportée aux toilettes, déchiré sa robe pour rendre la scène encore plus angoissante, puis s'était sauvé en entendant quelqu'un approcher. Chaque détail, énoncé froidement, me retournait l'estomac. Je m'agrippais à la rampe du banc pour ne pas me lever et fuir la salle. Cet homme que j'avais fréquenté 30 ans, témoin de mon mariage, qui avait pris Zara bébé dans les bras, avait fait tout cela pour de l'argent. Dominique s'est effondré en larmes à la barre lorsque Reed lui a demandé s'il avait quelque chose à dire à Zara. Il s'est tourné vers nous et a déclaré qu'il était profondément désolé, qu'il savait que ça ne suffirait jamais, mais qu'il voulait qu'elle sache qu'il regrettait chaque jour ce qu'il avait fait, qu'il n'aurait jamais imaginé que les choses iraient si loin. Sa voix s'est brisée et des larmes ont coulé sur ses joues, mais quand j'ai regardé Zara, j'attendais la moindre réaction de sa part. Elle est restée complètement figée, le visage fermé, sans un battement de cils, insensible aux excuses qu'on venait de lui présenter. Pas une larme, pas un mot, rien du tout. Plus tard dans la soirée, quand Mélania est venue à la maison, Zara lui a confié que les larmes de Dominique sonnaient faux, qu'on aurait dit qu'il jouait la comédie pour attirer la pitié. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune intention de lui pardonner et qu'elle n'avait aucune obligation de le faire, surtout face à quelqu'un qui l'avait blessé tout à fait consciemment. 3 semaines plus tard, le procès de Rory a commencé dans cette même salle d'audience. Dès l'ouverture, son avocat s'est empressé d'attribuer toute la faute à Dominique. D'après lui, Dominique aurait tout orchestré dans son coin, obsédé par Zara, tandis que Rory, lui, n'aurait rien vu, rien su, totalement étranger à l'histoire de harcèlement. Reed a dû intervenir 2 fois durant cette première déclaration. Puis, venu le moment de la parole, Reed a présenté la preuve pièce par pièce devant les jurés. D'abord les relevés bancaires, montrant que Rory avait retiré exactement 10 000 $ le jour même où Dominique avait déposé cette somme, puis les relevés d'appel qui révélaient des centaines de communications entre Rory et Dominique sur 6 mois, sans compter les textos où Rory donnait par écrit des instructions très précises sur les mouvements à surveiller, les moments où il fallait agir. La défense s'est littéralement effondrée dès le début. Impossible de maintenir que Rory ne savait rien face à des faits aussi flagrants. Le deuxième jour, 2 anciennes compagnes de Rory sont venues à la barre. La première, 24 ans, a expliqué être restée 8 mois avec Rory. Un homme la plupart du temps distant, froid, mais qui, dès qu'elle avait évoqué la rupture, s'était montré terriblement intrusif, obsédé par ses allées et venues. Après cela, un homme inconnu, toujours encapuchonné, s'était mis à la suivre partout. Cette peur constante l'avait poussée à rester bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Et, ironie du sort, le harcèlement avait cessé immédiatement après leur séparation définitive. Ce n'est qu'une fois contactée par le lieutenant Shepard qu'elle avait fait le lien avec Rory. La deuxième femme a raconté une histoire presque identique à une autre période. Petit ami distant, harcèlement dès qu'elle voulait prendre le large, puis, subitement, plus rien après la rupture. Le schéma était tellement évident que plusieurs jurés en restaient bouche bée et secouaient la tête. L'avocat de Rory a sous-entendu que ces femmes s'égaraient ou inventaient, mais Reed disposait là encore de relevés téléphoniques, établissant que Rory appelait Dominique régulièrement durant ces 2 histoires. Au 3e jour, ce fut le tour de Zara. Elle est arrivée vêtue d'une simple robe bleue, les cheveux attachés, et s'est avancée jusqu'à la barre sans même un coup d'œil pour Rory. Reed lui a demandé de décrire le harcèlement, et elle l'a fait sans détour. Des mois à craindre cette silhouette masquée, la peur omniprésente, l'obligation de changer toutes ses habitudes, la sensation permanente d'être sur ses gardes, l'impression de n'être en sécurité nulle part. Elle a évoqué la nuit de la fête, notre conversation téléphonique à la voix tremblante, puis son réveil brutal à l'hôpital en découvrant que son propre petit ami avait payé son oncle Dom pour l'angoisser. Tout du long, elle est restée d'un calme impressionnant, sans jamais céder à l'émotion ni aux larmes. Sa voix était claire, posée, seulement guidée par sa volonté de raconter la vérité. Quand Reed lui a demandé comment elle avait été affectée par le harcèlement et la trahison, elle s'est arrêtée un instant et a fini par expliquer que sa confiance en autrui était brisée, qu'elle doutait sans cesse de toutes ses relations, qu'elle faisait des cauchemars et subissait des crises d'angoisse à répétition. Mais elle a ajouté d'une voix ferme qu'elle travaillait avec une thérapeute et qu'elle refusait de laisser cet épisode définir sa vie pour toujours. Plusieurs jurés se sont essuyés les yeux, alors qu'au dernier rang, une femme se mettait à pleurer franchement. Rory, lui, n'a jamais quitté la table du regard et n'a pas osé croiser celui de Zara. Quand elle a terminé, elle est passée devant la défense sans le moindre regard pour lui et je me suis levé.
prêt à la prendre dans mes bras dès qu'elle a atteint notre rang. Elle tremblait, mais elle venait de franchir une étape. Elle avait livré son histoire et personne ne pourrait jamais lui retirer ce moment. L'avocat de Rory a abordé le contre-interrogatoire, l'air plus confiant qu'il ne le devrait, s'avançant vers Zara avec un sourire complaisant et lui demandant si elle faisait face à un stress particulier en ce moment. Reed est aussitôt intervenu pour signaler que la question n'avait pas lieu d'être, et le juge lui a donné raison avant d'inviter la défense à poursuivre. L'avocat a tenté de faire croire à Zara qu'elle avait peut-être imaginé certaines choses sous l'effet de l'anxiété, mais Reed a coupé court une nouvelle fois, et le juge, visiblement agacé, a appuyé son objection d'un regard sévère à l'adresse de la défense. Quand Reed a repris la main, il a invité Zara à retracer dans le détail chaque épisode de harcèlement, avec les dates et les lieux. Droite sur son siège, Zara s'est exécutée avec précision. Le 15 septembre, devant la bibliothèque à 14h, le 22 septembre au café rue principale vers 18h, le 3 octobre, quand elle avait été suivie du campus jusqu'à son appartement. Elle a ainsi tout passé en revue, chaque incident, avec une mémoire et une clarté qui forcèrent le respect. Les jurés prenaient des notes en silence, visiblement impressionnés. L'avocat de la défense, lui, perdait peu à peu de son assurance. Le jour suivant, Reed a appelé à la barre un expert en informatique. Ce spécialiste a expliqué avoir analysé l'ordinateur et le téléphone de Rory et y avoir découvert des recherches répétées sur la manipulation psychologique. Sur le grand écran s'affichaient ainsi des recherches telles que « Comment faire peur à sa copine pour qu'elle ne parte pas ?» Technique de lien traumatique, contrôle psychologique dans le couple, et bien d'autres, échelonnés sur plusieurs mois. Les jurés lisaient la liste les yeux écarquillés, manifestement dégoûtés. Une dame âgée en tête de rangée secouait la tête avec consternation, tandis qu'un autre juré plaquait instinctivement la main sur sa bouche, comme pris de nausée. Reed a passé en revue chaque catégorie de recherche, montrant à quel point Rory avait tout prémédité en s'informant sur les moyens de briser psychologiquement quelqu'un. Rory restait fixé sur la table de la défense, le teint de plus en plus écarlate. Son avocat a tenté de protester, arguant que l'historique des recherches ne suffisait pas à prouver l'intention, mais le juge n'en a pas tenu compte. Les preuves étaient là, irréfutables, illustrant exactement ce que Rory avait prémédité pour Zara. Les plaidoiries, elles, ont eu lieu le 5e jour du procès. Reed s'est adressé au jury, reconstituant l'ensemble du dossier pièce après pièce, démontrant avec précision comment Rory avait, en toute conscience, infligé à Zara une vraie torture psychologique pour la garder sous sa coupe. Il a désigné les relevés bancaires qui prouvaient le paiement versé à Dominique, lu à haute voix les messages avec leurs consignes d'harcèlement et mis en évidence le même schéma d'emprise chez ses 2 ex-petites amies, elles aussi passées par le même enfer. Il est revenu sur les recherches de Rory à propos des techniques de manipulation et a terminé en rappelant au jury que Rory avait volontairement transformé la vie de Zara en cauchemar et qu'il était temps de rétablir la justice. L'avocat de la défense a pris la parole en dernier, misant tout sur l'idée qu'un doute subsistait concernant la responsabilité de Rory. Il a laissé entendre que Dominique avait pu agir de son propre chef, voire mentir au sujet du paiement, et a tenté de faire passer l'historique de recherche pour des documents universitaires liés à une étude de psychologie. Mais face à l'accumulation des preuves, tout cela sonnait creux. Le juge a ensuite pris 2 heures pour expliquer au jury la loi et les chefs d'accusation, après quoi les jurés se sont retirés pour délibérer. L'attente, durant les 3 jours suivants, s'est révélée insupportable. De retour chez nous, personne n'arrivait à penser à autre chose. Zara ne mangeait presque rien et je doute qu'elle ait dormi plus que par bribes. Austin est revenu en voiture et n'a pas quitté la maison. On a bien tenté de regarder des films sans réussir à suivre l'intrigue. On jouait aux cartes et on oubliait systématiquement qui devait jouer. Au moindre appel sur mon téléphone, tout le monde sursautait, persuadé que c'était Reed avec une décision du jury. Zara n'arrêtait pas de tourner en rond, vissée à son écran qu'elle consultait toutes les 10 minutes. Le 3e jour, elle a été submergée par la panique, terrifiée à l'idée que le jury ne la croit pas. Austin et moi, on est restés près d'elle, le temps qu'elle retrouve son souffle. J'avais beau lui répéter que les preuves étaient accablantes, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir peur que Rory s'en sorte, malgré tout ce qu'il avait fait subir. Finalement, dans l'après-midi du 3e jour, Reed a appelé, le jury avait tranché. On s'est précipité au palais de justice à une telle vitesse que j'ai du mal à croire qu'on n'ait pas été arrêté en chemin. La salle d'audience était pleine à craquer à notre arrivée. Zara s'est installée entre Austin et moi, tout devant, juste derrière le procureur. Rory, en costume, est arrivé sans jamais oser croiser son regard. Les jurés sont entrés un à un, et pas un seul ne la regardait non plus, ce qui, d'après Reed, était plutôt bon signe. La juge a demandé s'ils avaient retrouvé un verdict. Le président du jury lui a répondu par l'affirmative, avant d'énoncer un à un les chefs d'accusation. Complot en vue de harcèlement. Coupable.
Agression avec une substance réglementée, coupable. Complot pour commettre une agression, coupable. Harcèlement criminel par procuration, coupable. À chaque verdict, le mot « coupable » retentissait. Et Zara s'est effondrée en larmes dès la première annonce. À la fin, elle sanglotait de soulagement. Je lui ai serré la main, sentant soudain le poids de ces derniers mois s'envoler. À la table de la défense, Rory a fini par s'enfouir la tête dans les mains, tandis que ses parents, tout au fond de la salle, pleuraient. Je n'éprouvais aucune peine pour eux. 2 semaines plus tard, retour au tribunal pour l'énoncé de la peine. Reed a plaidé pour qu'on applique la sanction la plus lourde à Rory et Dominique, vu la cruauté et la préméditation dont ils avaient en fait preuve. Il a rappelé les séquelles psychologiques profondes infligées à Zara, qui aurait à vivre avec ce traumatisme longtemps encore. Du côté de Rory, son avocat a tenté d'obtenir la clémence, en insistant sur son jeune âge et l'absence de casier. Mais la juge n'a rien voulu savoir. Les actes de Rory témoignent d'une véritable organisation et d'un mépris total pour le bien-être d'autrui. Elle l'a condamné à 12 ans de prison, sans possibilité de libération avant 8 ans. Dominique a écopé de 6 ans, sa collaboration et ses aveux ayant été pris en compte. Au moment où la juge a prononcé la peine de Rory, Zara m'a serré la main si fort que j'en ai eu mal, mais peu m'importait. La justice avait enfin été rendue. En sortant du tribunal, on s'est retrouvés assaillis par les journalistes, caméras et micros braqués sur nous. À ma grande surprise, Zara n'a pas fui vers la voiture comme je le croyais, mais s'est avancée pour s'exprimer. Elle était là, frêle mais droite, et elle a tenu à rappeler que les victimes de violences psychologiques ne sont ni folles ni coupables. Les violences ne laissent pas toujours de traces visibles, mais elles sont tout aussi réelles et dévastatrices. Elle a insisté sur le fait qu'il fallait écouter son instinct et oser demander de l'aide. Sa voix est restée ferme et posée tout du long. Elle a répondu à quelques questions sur le procès et adressé des remerciements au détective Shepard ainsi qu'à Reed pour leur confiance. Une fois les journalistes partis, on a rejoint la voiture. À peine assise, Zara s'est mise à trembler, tout son courage envolé. Mais elle avait tenu bon. Le mois suivant, Zara a emménagé dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Austin et moi, on lui a filé un coup de main pour monter cartons et meubles jusqu'à son étage. Elle avait choisi un immeuble avec concierge et caméra à chaque entrée. L'appartement était petit, mais baigné de lumière, avec de grandes fenêtres et un joli parquet clair. Zara a passé des semaines à tout aménager à son goût. Des coussins colorés, des plantes partout où elle pouvait en poser. Elle a ajouté des verrous à la porte et aux fenêtres, même si l'immeuble était déjà sécurisé. Le fait d'avoir enfin un espace bien à elle, où Rory n'avait jamais mis les pieds, semblait la soulager un peu. Elle savait qui entrait, qui sortait. Elle pouvait fermer sa porte sans craindre que quelqu'un ait une clé qui traîne. Je lui ai rendu visite quelques semaines après son installation. Elle m'a ouvert relax, en jogging et sweat d'étudiante, beaucoup plus sereine que je ne l'avais vue depuis des mois. L'appartement diffusait une agréable odeur de vanille grâce aux bougies qu'elle affectionnait tant, et elle avait pris soin de décorer les murs de photos de famille et d'amis. Elle nous a servi un café et on s'est installés ensemble sur son petit canapé pendant qu'elle me racontait qu'elle reprenait l'université, mais à mi-temps cette fois. Pour commencer, elle s'était inscrite à 2 matières et avait décroché un petit boulot dans une librairie toute proche du campus, un poste facile avec des collègues sympas. Elle continuait à voir Mélania 2 fois par semaine, lors de ses séances de thérapie, et pensait en avoir encore pour un bon moment. Mais elle rebâtissait sa vie à sa manière, étape par étape. Elle paraissait fatiguée, mais dans son regard brillait une lueur d'espoir que je ne lui avais jamais connue. 1 mois plus tard, Austin m'a téléphoné pour me demander s'il pouvait venir présenter sa nouvelle copine à Zara. Je dois avouer que j'appréhendais un peu la réaction de Zara face à cet inconnu, mais elle a accepté sans hésiter. Ils sont venus tous les deux chez elle un samedi après-midi, et moi aussi, car Austin tenait à ce que la famille soit présente. Sa copine, Sarah, était chaleureuse, drôle, et n'a jamais posé à Zara la moindre question gênante sur le procès. On a commandé des pizzas, on a sorti quelques jeux de société, et j'ai retrouvé la Zara d'avant, riant franchement aux blagues un peu nulles de Sarah. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas vue aussi détendue, vraiment heureuse. Elle avait arrêté de jeter des coups d'œil anxieux derrière elle, ou de vérifier les verrous toutes les 5 minutes. Après le départ d'Austin et de Sarah, Zara m'a confié qu'elle commençait à croire qu'un jour, elle pourrait retrouver une vie sociale normale. Je ne suis pas prête à sortir avec quelqu'un, mais voir Austin avec quelqu'un, ça me donne de l'espoir. J'y arriverai peut-être moi aussi. 2 semaines plus tard, elle m'a annoncé avoir trouvé un groupe de soutien pour les personnes ayant vécu des violences conjugales. Les rencontres se tenaient chaque jeudi soir, dans un centre communautaire à l'autre bout de la ville. Je l'ai accompagnée à la première séance et je l'ai attendue dans la voiture, 1 heure durant. Quand elle est revenue, les yeux rougis, elle avait pourtant l'air plus légère. Elle s'est installée
a bouclé sa ceinture et m'a soufflé. Ça m'a fait du bien de parler à des gens qui comprennent ce que j'ai vécu. D'autres femmes ont traversé la même chose, avec des partenaires manipulateurs et cette peur constante, fabriquée de toutes pièces. Je ne me sens plus seule, et du coup, tout ça m'effraie moins. Elle avait compris qu'elle voulait revenir chaque semaine. Le jeudi suivant, elle s'y est rendue seule, et en rentrant, elle m'a appris qu'elle avait échangé son numéro avec 2 membres du groupe. Elles avaient déjà prévu une sortie café pour le samedi. Voir Zara tisser des liens avec des personnes qui la comprenaient vraiment me donnait le sentiment qu'elle était enfin sur le chemin de la guérison. 1 mois plus tard, j'ai eu moi aussi un déclic lors d'une séance de thérapie. Ma psy m'a demandé de décrire Dominique, celui que je croyais connaître, puis celui qu'il était en réalité. J'ai d'abord évoqué tous les jolis souvenirs d'une amitié de 30 ans, les week-ends en camping, les grandes discussions jusqu'au bout de la nuit, les moments où il m'aidait à déménager. Mais au fil de la conversation, j'ai compris qu'aucun de ces souvenirs n'était véritablement ce que j'avais cru. Un vrai ami n'aurait jamais harcelé ma fille pour de l'argent. Le Dominique de mes souvenirs n'existait pas, je faisais le deuil d'une personne qui n'avait jamais été réelle. Ma thérapeute m'a dit que j'avais le droit de pleurer cette amitié, tout en acceptant que cette personne n'ait jamais existé. Ce changement d'optique m'a permis de commencer à relâcher la culpabilité. Je n'étais pas idiote d'avoir cru en lui, il savait simplement parfaitement mentir. 3 mois après le procès, Zara m'a lancé, d'un ton détaché à table, qu'elle voyait quelqu'un. Ils s'étaient rencontrés à la librairie. Il faisait preuve d'une grande patience avec son anxiété et respectait totalement ses limites. Ils prenaient leur temps, elle en était fière d'avoir osé tenter à nouveau. J'ai posé quelques questions, sans la brusquer. Elle m'a expliqué qu'il connaissait toute son histoire et le procès, mais qu'il ne la regardait pas comme si elle était abîmée. Je lui ai répondu que je serais heureuse pour elle, tant qu'elle l'était aussi. Elle m'a souri, en me disant qu'elle restait prudemment optimiste. 6 mois après le procès, Zara était allée chez le médecin pour surveiller son lupus. Le soir même, elle est passée me voir pour m'apprendre que la consultation s'était bien mieux passée que prévu. Son stress étant bien retombé, ses symptômes étaient à présent bien stabilisés. Le médecin était ravi de ses progrès et a même pu lui alléger l'un des traitements qu'elle prenait depuis 2 ans. Sa guérison physique suivait celle du moral. Son corps pouvait enfin souffler, maintenant qu'elle se sentait en sécurité. 1 semaine plus tard, alors que j'étais au supermarché pour acheter du lait et du pain, j'ai aperçu une femme au rayon fruits et légumes me regarder. Elle s'est approchée et j'ai reconnu l'ex-femme de Dominique, que je n'avais pas vue depuis au moins 5 ans, depuis leur divorce. Elle m'a présenté ses excuses pour ce qu'avait fait Dominique, m'expliquant qu'elle avait quitté depuis longtemps cet homme pour ses mauvaises décisions et son absence totale de jugement. L'ampleur de ses actes ne la surprenait plus, et même si c'était étrange, ça m'a fait du bien de savoir qu'elle aussi avait vu ses défauts. Elle m'a demandé des nouvelles de Zara. Je l'ai rassurée en lui expliquant que ma fille était sur la voie de la guérison. Nous avons échangé quelques mots, puis chacune a repris son chemin. Cette conversation m'est restée en tête plusieurs jours. 2 mois plus tard, Zara m'a appelé pour me demander si elle pouvait venir discuter de quelque chose d'important. Dès son arrivée, elle s'est assise sur le canapé, un peu nerveuse mais visiblement enthousiaste. Elle m'a annoncé qu'elle envisageait de changer d'orientation pour se tourner vers le travail social. Elle voulait maintenant aider d'autres victimes, donner un sens à ce qu'elle avait traversé et mettre son expérience au service de ceux qui en auraient besoin. Je lui ai demandé si elle en était bien sûre. Elle m'a assuré que oui. Elle en avait déjà parlé à Mélania et sa thérapeute trouvait l'idée excellente. Elle serait d'autant plus compétente qu'elle savait à quoi s'attendre. Je lui ai promis que je la soutiendrais dans toutes ses démarches. La semaine suivante, elle a entamé les formalités. 1 mois plus tard, Austin m'a appelé, plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années, pour m'annoncer qu'il avait demandé sa compagne en mariage et qu'elle avait accepté. Il tenait absolument à ce que Zara soit présente au mariage. Je l'ai chaleureusement félicité, heureuse pour lui. Il m'a demandé d'en toucher un mot à Zara pour s'assurer que ça lui convenait. Comme elle était justement là ce jour-là, je lui ai tendu le téléphone. Dès qu'elle a compris, elle a éclaté de joie et a répondu tout de suite « oui ». Ils sont restés au téléphone près d'1 heure à discuter, à faire des plans et à parler des préparatifs. Voir mes enfants se soutenir et avancer ensemble, malgré toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, me redonnait confiance en l'avenir. Petit à petit, même si ce n'était pas facile, les choses allaient mieux. 1 an après l'agression, je préparais le dîner chez moi lorsque mon portable a sonné. C'était Zara, qui appelait depuis son appartement. Je l'ai tout de suite sentie différente. Sa voix était plus légère. Elle m'a annoncé qu'elle avait été admise en master de travail social à la fac et qu'elle commencerait à la rentrée. Sa nouvelle histoire d'amour se passait très bien aussi. Cela faisait déjà 8 mois qu'ils étaient ensemble et il la traitait avec respect et douceur. Elle m'a confié qu'il y avait encore des moments compliqués mais qu'elle n'avait plus peur. Et surtout qu'elle était fière de la personne qu'elle devenait.
J'en ai eu la gorge serrée. Je lui ai dit « Je suis fier de toi aussi », et je le pensais sincèrement. Après avoir traversé une épreuve terrible, elle s'en était sortie plus forte. Maintenant, elle allait pouvoir aider d'autres personnes à rebondir elles aussi. On a encore passé 1 heure au téléphone à parler de ses projets et de tout ce qui l'attendait. Quand j'ai raccroché, je me suis laissé tomber sur le canapé, submergé par la reconnaissance. Ma fille allait s'en sortir.